Chapitre 8 Métiers anciens et industrie moderne. L'opposition qui existe entre ce qu'étaient les métiers anciens et ce qu'est l'industrie moderne est encore au fond un cas particulier et comme une application de l'opposition des deux points de vue qualitatifs et quantitatifs, respectivement prédominants dans les uns et les autres. Pour s'en rendre compte, il n'est pas inutile de noter tout d'abord que la distinction entre les arts et les métiers, ou entre artistes et artisans, est elle-même quelque chose de spécifiquement moderne, comme si elle était née de la déviation et de la dégénérescence qui ont substitué, en toute chose, la conception profane à la conception traditionnelle. L'artifex, pour les anciens, c'est indifféremment l'homme qui exerce un art ou un métier. Mais ce n'est à vrai dire ni l'artiste ni l'artisan au sens que ces mots ont aujourd'hui. Et encore, celui d'artisan tend-il de plus en plus à disparaître du langage contemporain. C'est quelque chose de plus que l'un et que l'autre, parce que originairement, tout au moins, son activité est rattachée à des principes d'un ordre beaucoup plus profond. Si les métiers comprenaient ainsi en quelque manière les arts proprement dits, qui ne s'en distinguaient par aucun caractère essentiel, c'est donc qu'ils étaient de nature véritablement qualitative, car personne ne saurait se refuser à reconnaître une telle nature à l'art, par définition en quelque sorte. Seulement, à cause de cela même, les modernes, dans la conception diminuée qu'ils se font de l'art, le relèguent dans une sorte de domaine fermé qui n'a plus aucun rapport avec le reste de l'activité humaine, c'est-à-dire avec tout ce qu'ils regardent comme constituant le réel au sens très grossier que ce terme a pour eux. Et ils vont même jusqu'à qualifier volontiers cet art, ainsi dépouillé de toute portée pratique, d'activité de luxe, expression qui est bien vraiment caractéristique de ce qu'on pourrait, sans aucune exagération, appeler la sottise de notre époque. Dans toute civilisation traditionnelle, comme nous l'avons déjà bien souvent dit, toute activité de l'homme, quelle qu'elle soit, est toujours considérée comme dérivant essentiellement des principes. Cela, qui est notamment vrai pour les sciences, l'est tout autant pour les arts et les métiers. Et d'ailleurs, il y a alors une étroite connexion entre ceux-ci et celle-là. Car suivant la formule posée en axiome fondamental par les constructeurs du Moyen-Âge, ars sine scientia nihil, par quoi il faut naturellement entendre la science traditionnelle et non point la science profane, dont l'application ne peut donner naissance à rien d'autre qu'à l'industrie moderne. Par ce rattachement au principe, l'activité humaine est comme transformée, pourrait-on dire, et au lieu d'être réduite à ce qu'elle est en tant que simple manifestation extérieure, ce qui est en somme le point de vue profane, elle est intégrée à la tradition et constitue pour celui qui l'accomplit un moyen de participer effectivement à celle-ci, ce qui revient à dire qu'elle revêt un caractère proprement sacré et rituel. C'est pourquoi on a pu dire que dans une telle civilisation, chaque occupation est un sacerdoce, pour éviter de donner à ce dernier terme une extension quelque peu impropre, sinon tout à fait abusive. Nous dirions plutôt qu'elle possède en elle-même le caractère qui, lorsqu'on a fait une distinction de sacré et de profane, qui n'existait aucunement à l'origine, n'a plus été conservé que par les seules fonctions sacerdotales. Pour se rendre compte de ce caractère sacré de l'activité humaine tout entière, même au simple point de vue extérieur, ou si l'on veut, exotérique, si l'on envisage par exemple une civilisation telle que la civilisation islamique ou la civilisation chrétienne du Moyen-Âge, rien n'est plus facile que de constater que les actes les plus ordinaires de l'existence y ont toujours quelque chose de religieux. C'est que là, la religion n'est point une chose restreinte et étroitement bornée qui occupe une place à part,
sans aucune influence effective sur tout le reste, comme elle l'est pour les Occidentaux modernes, pour ceux du moins qui consentent encore à admettre une religion. Au contraire, elle pénètre toute l'existence de l'être humain, ou pour mieux dire, tout ce qui constitue cette existence, et en particulier la vie sociale proprement dite, se trouve comme englobé dans son domaine, si bien que dans de telles conditions, il ne peut y avoir en réalité rien de profane, sauf pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont en dehors de la tradition, et dont le cas ne représente alors qu'une simple anomalie. Ailleurs où le nom de religion ne peut plus proprement s'appliquer à la forme de la civilisation considérée, il n'y en a pas moins une législation traditionnelle et sacrée qui, tout en ayant des caractères différents, remplit exactement le même rôle. Ces considérations peuvent donc s'appliquer à toute civilisation traditionnelle, sans exception. Mais il y a encore quelque chose de plus. Si nous passons de l'exotérisme à l'ésotérisme, nous employons ici ces mots pour plus de commodité, bien qu'ils ne conviennent pas avec une égale rigueur à tous les cas. Nous constatons très généralement l'existence d'une initiation liée au métier et prenant ceci pour base ou pour support. Il faut donc que ces métiers soient encore susceptibles d'une signification supérieure et plus profonde, pour pouvoir effectivement fournir une voie d'accès au domaine initiatique, et c'est évidemment encore en raison de leur caractère essentiellement qualitatif qu'une telle chose est possible. Ce qui permet le mieux de le comprendre, c'est la notion de ce que la doctrine hindoue appelle swadharma, notion toute qualitative elle-même, puisqu'elle est celle de l'accomplissement pour chaque être d'une activité conforme à son essence ou à sa nature propre, et par là même éminemment conforme à l'ordre, au sens que nous avons déjà expliqué. Et c'est aussi par cette même notion, ou plutôt par son absence, que se marque nettement le défaut de la conception profane et moderne. Dans celle-ci, en effet, un homme peut adopter une profession quelconque, et il peut même en changer à son gré, comme si cette profession était quelque chose de purement extérieur à lui, sans aucun lien réel avec ce qu'il est vraiment, avec ce qui fait qu'il est lui-même, et non pas un autre. Dans la conception traditionnelle, au contraire, chacun doit normalement remplir la fonction à laquelle il est désigné, destiné, par sa nature même, avec les aptitudes déterminées qu'elle implique essentiellement. Et il ne peut en remplir un autre sens qu'il y ait là un grave désordre, qui aura sa répercussion sur toute l'organisation sociale dont il fait partie. Bien plus, si un tel désordre vient à se généraliser, il en arrivera à avoir des effets sur le milieu cosmique lui-même, toutes choses étant liées entre elles par de rigoureuses correspondances. Sans insister davantage pour le moment sur ce dernier point, qui pourrait encore trouver son application aux conditions de l'époque actuelle, nous résumerons ainsi ce qui vient d'être dit. Dans la conception traditionnelle, ce sont les qualités essentielles des êtres qui déterminent leur activité. Dans la conception profane, au contraire, on ne tient plus compte de ces qualités, les individus n'étant plus considérés que comme des unités interchangeables et purement numériques. Cette dernière conception ne peut logiquement aboutir qu'à l'exercice d'une activité uniquement mécanique, dans laquelle il ne subsiste plus rien de véritablement humain, et c'est bien là, en effet, ce que nous pouvons constater de nos jours. Il va de soi que ces métiers mécaniques des modernes, qui constituent toute l'industrie proprement dite, et qui ne sont qu'un produit de la déviation profane, ne sauraient offrir aucune possibilité d'ordre initiatique, et qu'ils ne peuvent même être que des empêchements au développement de toute spiritualité. À vrai dire, du reste, ils ne peuvent même pas être considérés comme d'authentiques métiers, si l'on veut garder à ce mot la valeur
que lui donne son sens traditionnel. Si le métier est quelque chose de l'homme même, et comme une manifestation ou une expansion de sa propre nature, il est facile de comprendre qu'il puisse servir de base à une initiation, et même qu'il soit, dans la généralité des cas, ce qu'il y a de mieux adapté à cette fin. En effet, si l'initiation a essentiellement pour but de dépasser les possibilités de l'individu humain, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne peut prendre pour point de départ que cet individu tel qu'il est, mais bien entendu en le prenant en quelque sorte par son côté supérieur, c'est-à-dire en s'appuyant sur ce qu'il y a en lui de plus proprement qualitatif. De là, la diversité des voies initiatiques, c'est-à-dire en somme des moyens mis en œuvre à titre de support, en conformité avec la différence des natures individuelles, cette différence intervenant d'ailleurs d'autant moins par la suite que l'être avancera davantage dans sa voie et s'approchera ainsi du but qui est le même pour tous. Les moyens ainsi employés ne peuvent avoir d'efficacité que s'ils correspondent réellement à la nature même des êtres auxquels ils s'appliquent. Et comme il faut nécessairement procéder du plus accessible au moins accessible, de l'extérieur à l'intérieur, il est normal de les prendre dans l'activité par laquelle cette nature se manifeste au dehors. Mais il va de soi que cette activité ne peut jouer un tel rôle qu'en tant qu'elle traduit effectivement la nature intérieure. Il y a donc là une véritable question de qualification au sens initiatique de ce terme. Et dans des conditions normales, cette qualification devrait être requise pour l'exercice même du métier. Ceci touche en même temps à la différence fondamentale qui sépare l'enseignement initiatique et même plus généralement tout enseignement traditionnel de l'enseignement profane. Ce qui est simplement appris de l'extérieur est ici sans aucune valeur, quelle que soit d'ailleurs la quantité des notions ainsi accumulées, car en cela aussi le caractère quantitatif apparaît nettement dans le savoir profane. Ce dont il s'agit, c'est d'éveiller les possibilités latentes que l'être porte en lui-même. Et c'est là, au fond, la véritable signification de la réminiscence platonicienne. On peut encore comprendre, par ces dernières considérations, comment l'initiation, prenant le métier pour support, aura en même temps, et inversement en quelque sorte, une répercussion sur l'exercice de ce métier. L'être, en effet, ayant pleinement réalisé les possibilités dont son activité professionnelle n'est qu'une expression extérieure, et possédant ainsi la connaissance effective de ce qui est le principe même de cette activité, accomplira dès lors consciemment ce qui n'était d'abord qu'une conséquence toute instinctive de sa nature. Et ainsi, si la connaissance initiatique est pour lui née du métier, celui-ci, à son tour, deviendra le champ d'application de cette connaissance dont il ne pourra plus être séparé. Il y aura alors correspondance parfaite entre l'intérieur et l'extérieur, et l'œuvre produite pourra être non plus seulement l'expression à un degré quelconque et d'une façon plus ou moins superficielle, mais l'expression réellement adéquate de celui qui l'aura conçue et exécutée, ce qui constituera le chef-d'œuvre au vrai sens de ce mot. On voit sans peine par là combien le véritable métier est loin de l'industrie moderne, au point que ce sont pour ainsi dire deux contraires, et combien il est malheureusement vrai dans le règne de la quantité que le métier soit, comme le disent volontiers les partisans du progrès, qui naturellement s'en félicitent, une chose du passé. Dans le travail industriel, l'ouvrier n'a rien à mettre de lui-même, et on aurait même grand soin de l'en empêcher s'il pouvait en avoir le moindre velléité. Mais cela même est impossible,
puisque toute son activité ne consiste qu'à faire mouvoir une machine, et que d'ailleurs il est rendu parfaitement incapable d'initiative par la formation, ou plutôt la déformation professionnelle qu'il a reçue, qui est comme l'antithèse de l'ancien apprentissage, et qui n'a pour but que de lui apprendre à exécuter certains mouvements mécaniquement et toujours de la même façon, sans avoir aucunement à en comprendre la raison, ni à se préoccuper du résultat. Car ce n'est pas lui, mais la machine qui fabriquera en réalité l'objet. Serviteur de la machine, l'homme doit devenir machine lui-même. Et son travail n'a plus rien de vraiment humain, car il n'implique plus la mise en œuvre d'aucune des qualités qui constituent proprement la nature humaine. Tout cela aboutit à ce qu'on est convenu d'appeler, dans le jargon actuel, la fabrication en série, dont le but n'est que de produire la plus grande quantité d'objets possible, et des objets aussi exactement semblables que possible entre eux, et destinés à l'usage d'hommes que l'on suppose tous semblables également. C'est bien là le triomphe de la quantité, comme nous le disions plus haut, et c'est aussi, et par là même, celui de l'uniformité. Ces hommes, réduits à de simples unités numériques, on veut les loger. Nous ne dirons pas dans des maisons, car ce mot même serait impropre, mais dans des ruches, dont les compartiments seraient tout tracés sur le même modèle, et meublés avec ces objets fabriqués en série, de façon à faire disparaître du milieu où ils vivront toute différence qualitative. Il suffit d'examiner les projets de certains architectes contemporains, qui qualifient eux-mêmes ces demeures de machines à habiter, pour voir que nous n'exagérons en rien. Que sont devenus en tout cela l'art et la science traditionnelle des anciens constructeurs, et les règles rituelles présidant à l'établissement des cités et des édifices dans les civilisations normales? Il serait inutile d'y insister davantage, car il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte de l'abîme qui sépare de celle-ci la civilisation moderne, et tout le monde s'accordera sans doute à reconnaître combien la différence est grande. Seulement, ce que l'immense majorité des hommes actuels célèbrent comme un progrès, c'est là précisément ce qui nous apparaît tout au contraire comme une profonde déchéance. Car ce ne sont manifestement que les effets du mouvement de chute, sans cesse accéléré, qui entraînent l'humanité moderne vers les bas-fonds où règne la quantité pure.